Bonjour, bienvenue pour la saison 2 des mercredis de la CPTS. Donc, nouvelle saison, nouveau studio, nouveaux invités. Alors, vous devez le savoir, nous sommes au mois d'octobre. Même si je ne suis pas en rose, c'est Octobre Rose. Notre invité a fait l'honneur et surtout l'intelligence d'être venu en rose. Donc, aujourd'hui, je suis avec Eva Germy, ma sœur kinésithérapeute, qui va nous présenter un réseau que personnellement je ne connaissais pas, c'est le réseau des kinésithérapeutes du sein, RKS. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Parce que c'est reconnaître les qualités de notre territoire, et sur notre territoire nous avons la chance d'avoir un RKS, donc je remercie déjà Eva d'avoir accepté notre invitation, et je vais te laisser te présenter et présenter ce réseau que je répète que je ne connaissais pas. Bonjour André, merci pour l'accueil. Je suis Eva Germy, je suis kinésithérapeute, je suis formée spécifiquement à la prise en charge du cancer du sein et également ostéopathe. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de la rééducation en scénologie. C'est le sens large pour parler des thérapies autour de la prise en charge du sein. Ça concerne du coup les femmes et les hommes. On va d'abord aborder la prise en charge du réseau des kinés du sein. Et ensuite, on parlera ensemble de la prise en charge en kiné du cancer du sein. Donc, le réseau des kinés du sein, c'est un réseau qui a été créé en 2019, qui s'est vraiment développé en 2020, qui va compter aujourd'hui à peu près 1500 adhérents. Les adhérents sont francophones, donc majoritairement sur le territoire français, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Les principaux objectifs du cancer du sein, ça va être de faciliter la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein, mais avant tout, ça va être surtout de faciliter le parcours de soins et d'avoir des bases de connaissances communes en tant que kiné. En fait, ils nous donnent une petite base de références de formation qui sont des fondamentaux. Et ensuite, on va aller chercher des compétences supplémentaires et on est libre chacun de choisir et de se former sur les sujets qui nous intéressent. Donc, quand tu dis que tu as une formation en plus spécialement pour le sein. Oui, en fait, en cursus initial, on va avoir des bases, une approche sur le cancer du sein, mais le réseau se veut d'avoir des formations post-grade qui ont été en plus faites et qui appartiennent à leur listing de référence et qui, pour eux, sont reconnues. D'accord, donc voilà. Vous êtes des sortes de référents pour le sein. Exactement, c'est le but du réseau. Et on se doit également de se former et d'avoir régulièrement des mises à jour dans notre profession. Donc on a accès à des webinaires, justement, et nos patientes aussi, parfois y ont accès. Il y en a même qui sont avisées des patientes. Prochainement, là, le 14 octobre, par exemple, il y en a un. Et après, pour faciliter les prises en charge et pour échanger entre nous, on a un groupe WhatsApp par département, ce qui nous permet vraiment d'avoir des cas cliniques sur le vif du sujet et d'avoir des réponses rapides par nos collègues qui sont aussi formés et compétents sur le sujet, en fonction de leur vécu, enfin du vécu des patientes et de l'expérience qu'ils en ont fait. Donc c'est une actualisation permanente de vos connaissances. Continuelle. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Le réseau des kinés du sein, depuis quelques années, a mis à disposition un annuaire. En fait, ça permet aux patientes d'avoir directement accès au thérapeute le formé, le plus proche de chez elles. Donc aujourd'hui, dans les Landes, on est 23 formés et on est un petit peu étalé sur le secteur, mais pas tant que ça. Il y a encore des endroits où malheureusement les patients doivent faire pas mal de routes et nos patients sont donc majoritairement des patients. Sur notre CPTS, vous savez combien on est ? En formé du sein. Voilà. Sur notre CPTS, on est minimum 3. Après, j'ai pas connaissance de toutes les adhésions kiné, donc c'est vrai que je saurais pas répondre, mais au moins 3 sur la CPTS. Ouais. Et il y en a également qui font partie de la CPTS voisine avec Pouillon. D'accord. Voilà. Oui, donc un maillage territorial, c'est important. Oui, exactement. Et le but premier, du coup, c'est bien sûr que plus aucune femme n'ait pas de prise en charge adaptée et que justement, au plus proche de chez elle, elle trouve un kiné formé et spécifiquement qui pourra l'aider dans sa rééducation. Est-ce qu'avant, on avait cette problématique où les patients n'avaient pas les soins qu'il fallait? Exactement, c'était un problème très récurrent où en fait les patientes n'avaient pas systématiquement de kiné. Lorsqu'elles en avaient besoin, elles étaient en difficulté pour trouver des kinés qui connaissaient le sujet et des fois la prise en charge n'était pas tout à fait adaptée. Voilà.
Donc, de s'être formé et d'avoir étendu un petit peu la spécificité du cancer du sein sur le territoire aide vraiment à ça. Alors, ce que je disais au début, c'est vrai que moi, en tant que médecin généraliste, j'étais pas trop au courant. Donc, c'est vrai que l'objectif un peu de cette rencontre, de ce genre de réunion, c'est montrer ce qui se fait. Et la finalité principale est le patient. Et comme vous le dites, plus aucune femme opérée d'un cancer du sein ne doit passer sous les radars, quoi. Exactement. Et après, on va en discuter juste après. C'est pas systématique de prescrire de la kiné. C'est pas ce qu'on dit là. Tout le monde n'a pas forcément besoin. Mais qu'en tout cas, quand il y a un besoin, que la prise en charge soit optimale. Voilà. Donc, la prise en charge en kinésithérapie, lorsqu'on a un cancer du sein, on va avoir 2 principaux objectifs. Le premier, ça va être de lutter contre les effets secondaires des traitements et d'aider la patiente à se réapproprier son corps. Tout en ayant en fait une prise en charge la plus globale possible, et elle peut des fois s'avérer complexe, mais on s'adaptera à chacune et à chaque besoin. Le réseau des kinés du sein, du coup, c'est le petit livret que je vous ai mis là à l'image, a créé cet outil à disposition des patientes. Donc on l'a à la fois en papier, en physique, on peut le trouver parfois sur certains hôpitaux, notamment l'hôpital de Dax le distribue, et sinon on leur remet en PDF où elles vont trouver plusieurs outils, des petits exercices, des petites informations logistiques, pratiques à prévoir avant, pendant et après leur cancer. Et ça peut servir de support, et ça peut être sujet à discussion après avec nos patientes quand on les voit, pour pousser un petit peu la rééducation. Voilà. Au niveau de l'accès, c'est-à-dire qu'elles viennent d'elles-mêmes? Oui. Est-ce que actuellement c'est le cas, ou c'est sur une ordonnance d'un médecin, une ordonnance du spécialiste, de l'oncologue ou un autre professionnel de santé? Ok. Aujourd'hui, majoritairement, nos patientes, elles vont arriver avec une ordonnance. Soit la première personne, ça va être le chirurgien qui va le faire, et sinon, c'est beaucoup les médecins généralistes qui aujourd'hui nous adressent les patientes. Parce que justement, avant, on ne prenait pas autant en charge les femmes pour le cancer du sein en kiné, et on voyait pas trop l'intérêt qu'avaient les patientes à faire des séances spécifiquement pour ça. Et finalement, avec le recul, on s'est rendu compte que c'était vraiment nécessaire. Et donc, vraiment, en post-op, les chirurgiens, et à distance, c'est beaucoup plus les généralistes. D'accord. Voilà. Et bon, je reviens sur cet accès. Au niveau on a fait l'observatoire des usagers au sein de la CPTS. Est-ce que les usagers en parlent entre eux? Est-ce que des fois vous avez quelqu'un qui dit, j'ai une patiente, enfin une amie qui a eu cette maladie qui est revenue vers vous, pas du tout? Oui, le bouche à oreille fait beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, le réseau des kinés du sein commence à se faire connaître. C'était pas le cas avant, c'est le temps qui fait son œuvre aussi. Mais les patientes en parlent beaucoup entre elles, les familles de nos patientes, des fois, ont entendu, ont vu et du coup adressent. Ouais. Et le secteur médical, oui, de plus en plus aussi. Voilà. Donc, notre prise en charge, elle va débuter avec un bilan de diagnostic kiné à tout moment du parcours des patients. Nous, on va à ce moment-là, lors du premier rendez-vous, recueillir les besoins, les attentes et les objectifs de nos patientes pour une prise en charge la plus adaptée possible. Parce que bien sûr, ça va différer en fonction de chacun. Et c'est surtout pour connaître le mieux possible nos patientes, avoir un petit peu leur histoire, leur parcours, les antécédents bien sûr, leurs craintes et leurs attentes. Voilà, pour aller vers des choses qu'elles veulent retrouver. Oui, c'est vous repérer les référentiels de la patiente et rappeler quand même que chaque patiente, on parle souvent le cancer, non, c'est un cancer pour une personne. Exactement. Avec toutes ses caractéristiques et son histoire de vie. Et c'est vrai que c'est une prise en charge holistique. On peut le dire. Voilà. Et ce que je vous l'ai déjà dit juste avant, c'est que ça va être vraiment tout au long du parcours. On va agir en pré-chirurgie parfois, c'est pas toujours le cas. Au cours de la radiothérapie, avec des parcours d'hormonaux, de la chimio, des fois de l'immuno, post-chirurgie, oui, très souvent, et aussi après une reconstruction. Voilà. En préopératoire, quel va être notre rôle? En fait, ça va être donc de prendre contact avec la patiente pour la connaître un petit peu en avance, pour établir un lien de confiance, et pour faire l'état des lieux cutané, articulaire de la personne, état musculaire aussi bien sûr, avoir ses antécédents. En fait, l'intérêt là-dedans, c'est si ma patiente a déjà eu des problèmes d'épaule et que le sein opéré est du même côté, je vais avoir une vigilance accrue de ce côté-là pour pas qu'elle reparte avec des pertes d'amplitude ou des soucis d'épaule. Voilà.
C'est un exemple parmi d'autres, mais notamment, c'est assez fréquent. D'accord. Et avec ça, on va essayer de donner un maximum de conseils préopératoires et post-opératoires pour l'immédiat, où la patiente, elle aura plein de petites astuces à mettre en place pour éviter les attitudes nocives ou voilà, on va prévenir au maximum. Et moi qui aime des exemples, oui. Comme exemple, on peut qu'est-ce que vous proposez en préopératoire? Déjà, tout simplement, d'apprendre à re-respirer. Combien de personnes... Est-ce que je respire bien, moi? Non, mais bien respirer, c'est-à-dire déjà, adapter sa posture. Une personne qui va se tenir enroulée, bien sûr, aura beaucoup plus de difficultés. On sait qu'une chirurgie qui va toucher au sein, on va venir protéger cette attitude et on va se mettre comme ça, un petit peu lové. Donc déjà travailler sur ça, resserrer les omoplates, sentir que le thorax bouge à l'inspire, qu'on va essayer de remplir ses poumons. Et en fait, ça, c'est des choses où elles vont indirectement tout bloquer en post-op par crainte ou des fois à cause de la douleur, même si aujourd'hui, la douleur est très, très bien gérée dans le cancer du sein. Et tout ça, c'est vraiment plein d'éléments qu'on va pouvoir donner en amont. Elles l'auront entendu, elles pourront pas tout retenir, elles ont plein d'informations pré-op, mais au moins la graine est semée. D'accord. Voilà. Et après, du coup, quand on va les revoir en post-opératoire, on va leur demander quel est leur vécu, comment elles se sont senties au réveil, les premiers jours après l'opération. On va essayer, quand c'est possible, d'avoir le compte-rendu opératoire. On l'a pas toujours dans l'immédiat, mais très souvent, lorsqu'il est demandé, on le récupère auprès des chirurgiens. Donc ça, c'est chouette pour nous, avoir les informations. Parce qu'aujourd'hui, une chirurgie, c'est beaucoup localement sur le sein et également le ganglion sentinelle au niveau axillaire qui est prélevé. Et des fois, il s'agit d'un, mais des fois, c'est plus de ganglions que ça. Donc, nous, en fonction de la patiente, des fois, ça peut expliquer son état et justement le bilan qu'on va avoir. Je vous redonne nos objectifs principaux. Du coup, ça va être vraiment de lutter contre les effets secondaires de l'opération, récupérer la mobilité et la fonction du membre supérieur. Notamment, on sait que nos patients, ils vont devoir être ici pour les rayons. Donc, il faut récupérer cette amplitude de l'épaule. Et ça, c'est assez rapide, en fait, après une chirurgie. Donc, on a un délai assez court. Il faut agir assez vite. On va surveiller les complications cicatricielles et lymphatiques. Et on va accompagner nos patientes vers une activité physique parce qu'on sait que le mouvement là-dessus va aider à mieux gérer la fatigue au cours des traitements et à se sentir mieux dans son corps. Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a un kiné par patiente. Exactement. Voilà. Donc il y a une sorte de dossier qui se suit. On peut, nous, en tant que médecin généraliste, est-ce qu'on peut l'avoir sur le DMP? Est-ce qu'on vous le demande? On a dit que le chirurgien vous envoie le compte rendu opératoire. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'on vous demande Moi, je sais que je ne le demande pas. Mais est-ce qu'on vous le demande À ce jour, très peu. Très peu. Non. Et honnêtement, on va plutôt adresser le courrier au prescripteur. D'accord. Donc voilà, médecin généraliste, vous allez le retrouver en papier directement en patient. Et on ne l'utilise pas encore assez. Pas encore. Oui, on n'est pas assez familier avec ça et à développer, je pense, aujourd'hui, c'est un moteur peut-être. Et est-ce que c'est un document évolutif? C'est-à-dire... Il n'y a pas de document référence. Il n'y a pas de document référence. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut voir est-ce qu'il y a une échelle? On en a parlé de la mobilité. Est-ce qu'on voit, oui. Est-ce que c'est marqué? On voit plus de progression? Est-ce qu'il y a une checklist? Enfin, est-ce que vous avez une checklist sur les principales complications? Non. Globalement, non. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, nous, sur le territoire landais, c'est qu'on a remis aux infirmières de l'hôpital un petit référentiel simplement pour l'épaule, pour qu'elles nous disent, en fait, en pré-op, lorsqu'elles ont fait l'annonce, lorsque la patiente débute son parcours, est-ce que la patiente est capable de mettre sa main au niveau du ventre, au niveau de l'épaule, au-dessus de la tête, pour que rapidement elle puisse identifier est-ce que la patiente a un besoin d'aller voir la kiné avant l'opération, est-ce qu'il y a un problème d'épaule sous-jacent, et derrière, nous, savoir de où en fait en était la patiente avant la prise en charge. Nous, ça peut nous servir après. J'ai tellement de questions, je coupe tout. Nous, on a beaucoup de patientes qui ont des troubles musculo-squelettiques. Oui. Avec les professions, voilà. Donc, c'est cette tranche d'âge, 35, 40, 45 ans, oui. qui souffre le plus des épaules. Oui. Est-ce que depuis ces années, on voit que c'est de plus en plus compliqué, la mobilité de l'épaule? Je sais pas ça, si c'est l'avis du kiné et l'avis du spécialiste du sein, c'est ça? Oui, je pense qu'il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, et nous, avant, on n'avait pas forcément les femmes assez tôt en cancer du sein pour l'associer. Voilà, mais il y a toujours eu. D'accord.
Oui. Et le lymphodème, donc j'explique un peu, le lymphodème, c'est un bras qui a un œdème au niveau du bras. Est-ce qu'on en a de plus en plus? Moi, quand j'étais jeune, hein, donc il y a longtemps, on le voyait souvent. Est-ce que maintenant ça se voit? Ou de moins en moins? Merci André pour la transition. Je sais. On y vient. Mais le lymphodème, aujourd'hui, on en a quand même de moins en moins. En fait, le lymphodème était quand même une séquelle assez fréquente du curage axillaire qui était avant, lorsqu'on venait prélever au niveau du creux axillaire, tout le paquet ganglionnaire. Aujourd'hui, il y a cette technique chirurgicale du ganglion sentinelle qui préserve vraiment de ça. Et le réseau des kinés du sein cherche vraiment à déconstruire cette image que la kiné du sein, c'est une prise en charge que pour le lymphodème. Et en fait, vraiment, loin de là. Le champ d'action, il est très, très large. Et là, je vous ai mis des petits exemples en photo. Le lymphodème, du coup, c'est la deuxième image où on voit bien en comparaison un membre très gonflé, un peu brillant. Ça, c'est des signaux qui nous vont et très invalidant, très invalidant, et que les patientes vont vraiment relever comme embêtant et vont avoir besoin d'aide là-dessus. Donc oui, on va agir, mais aujourd'hui, c'est très peu de nos patientes. La première photo, c'est du coup une lymphocèle, et en fait, c'est une séquelle normale, physiologique, post-opératoire, où du coup, il y a une petite collection qui se fait après chirurgie, vraiment à côté du creux axillaire, là où ça a été prélevé. Ça doit s'en aller. Et malheureusement, des fois, ça cloisonne un petit peu et nous, on peut travailler avec nos petites mains pour justement évacuer cette lymphocèle et la faire disparaître, en fait. Voilà. Et après, en post-opératoire, on peut retrouver en complications classiques des adhérences ou de la fibrose. Donc ça a été prouvé de multiples fois, mais vraiment le travail manuel peut aider. Et bien sûr que sur une zone qui a été un petit peu charcutée et qui parfois est radiothérapiée après, hein, ça nous arrive très très souvent d'avoir des cicatrices qui sont passées avec la radiothérapie. Et ça, on va le travailler en manuel pour vraiment libérer les tensions. Voilà. Parce que souvent, je montre ça à mes patientes, je fais un petit tour sur mon t-shirt, ça c'est la cicatrice, et en fait on voit bien que ça rayonne et que ça vient adhérer beaucoup plus loin que juste le petit trait cicatriciel qu'on va avoir nous. Et la belle image à côté de thrombose, on les voit pas si bien à chaque fois, mais c'est aussi ce qu'on va appeler la corde axillaire. D'accord. Et des fois, nos patients décrivent vraiment un trajet comme ça qui peut descendre. Des fois, c'est simplement le bras, des fois vraiment jusque dans l'avant-bras. Et en fait, c'est le réseau lymphatique qui est bouché et qui limite en amplitude vraiment nos patientes. Donc ça peut arriver à tout moment. Des fois, c'est en post-op immédiat. Des fois, c'est plus tard, après les rayons. Et même, dans les 2 premières années, ça survient. C'est douloureux, la thrombose lymphatique ou pas? Oui. D'accord. Oui, vraiment, nos patientes vont décrire des douleurs et savent très bien donner un trajet, en fait. Et vraiment, ça leur fait mal. Oui. Et sur le plan médicamenteux, il n'y a rien? Non, il n'y a pas de champ d'action autre que... Parce que les cas de complications qu'on a, à part, comme vous dites, les petites mains, d'Eva, on n'a pas grand-chose. Non, et en fait, après, les autres choses, ça va être l'auto-prise en charge. Donc vraiment, par le mouvement, on sait que le mouvement va aider la respiration. Ça, c'est des compléments que la patiente peut faire pour entretenir. Mais pour vraiment le faire passer seul, c'est difficile. Et c'est des techniques à faire. Je vais revenir un peu sur le lymphodème parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris lors de ma formation médicale initiale, donc comme je le disais il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a des facteurs, et c'est quelque chose qui, en tant que médecin, qui nous fait peur. Je vais être clair, on a vu ce bras invalidant qui vous suit toute votre vie, il faut dire ce qui est. Quand il est là, il reste. On a eu des patientes que, malheureusement, 85 ans, 90 ans, que j'ai vu avec un lymphodème. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Tabac, obésité, est-ce qu'on a identifié ou pas du tout? En fait, c'est pas tant cela, ça va vraiment être... nous, on nous a toujours éveillés à protéger la peau de ce côté-là, pour qu'il n'y ait pas d'entrée infectieuse. Donc, vraiment, pas de plaies, attention aux ongles. On a longtemps dit aux infirmiers de piquer de l'autre côté, pour pas paraître... Alors, est-ce que nous, on nous dit de prendre l'attention de l'autre côté? Oui. C'est vrai ou c'est une rumeur médicale Je pense que ça se fait toujours et que c'est un petit peu un sujet, mais ça serait intéressant de prendre l'attention des deux côtés et de voir pour comparer. Mais parce que souvent, on a les patients qui nous disent « prenez de l'autre côté parce que j'ai eu un cancer du sein, je veux pas de lymphodème ». Mais c'est vrai qu'on leur a transmis. Et aujourd'hui, sur un cancer du sein où il n'y a pas eu de lymphodème, non, je pense que clairement, c'est la même chose de chaque côté. Mais sur un lymphodème d'un côté, peut-être privilégier l'autre, toujours. Ce qui est un peu logique. Oui, voilà.
Mais le lymphodème aujourd'hui, c'est toujours sujet à être pris en charge. Mais on va vraiment pas faire que du drainage. On sait que le drainage, c'est bien, c'est une bonne base. Oui, mais il y a plein de techniques complémentaires à apporter, en fait. Et on peut compléter nos drainages lymphatiques avec des bandages. Je sais pas si vous avez déjà eu bandage le cas. compressif. Exactement. Et aujourd'hui, on va comprimer par des bandages, mais en fait, le bandage, des fois, c'est des plots et ça va mobiliser l'œdème. Non, donc c'est-à-dire Donc c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire du multicouche à la patiente et elle garde toute la journée. Elle va le garder minimum 4 heures. D'accord. Elle doit bouger pendant ce temps-là avec son bandage. D'accord. Donc, elle fait son ménage, ses activités quotidiennes. Et après, elle le défait. Et ça permet vraiment de bouger tout l'œdème du bras et de soulager après derrière les articulations, de retrouver du mouvement et de diminuer le diamètre du bras. Parce qu'un drainage, ça dure combien de temps? C'est à peu près une demi-heure. Ouais, c'est long, quoi. Ça peut être un peu plus court, Oui. parce que un drainage pur, honnêtement, aujourd'hui, pour moi, c'est pas une prise en charge suffisante. Ça va être complété par de l'amplitude passive, active, par un réveil musculaire, solliciter les muscles pour augmenter aussi l'effet du drainage, complété par d'autres techniques de massage parfois. Et quand il y a indication de bandage, on le fait après tout ça pour avoir déjà grappillé sur le volume du bras. D'accord. Voilà, ça vient en second temps. On draine avant de faire le bandage. D'accord. Ouais. Donc on peut vraiment retravailler les mobilités actives, passives. On a plein d'exercices à faire avec nos patientes en fonction de là où elles en sont dans leur traitement. On va aller faire aussi un travail cicatriciel local. On peut utiliser de la vacuothérapie pour lever les adhérences. Alors, vacuothérapie, c'est quoi? C'est une aspiration en fait. Pour pas citer de marque, c'est un appareil qui va aspirer la cicatrice et qui nous permet d'aider un petit peu le travail manuel. Est-ce que vous faisiez les sangsues avant? Oui, les sangsues peut-être, mais elles n'ont pas assez d'aspiration, ça marche pas. Mais non, vraiment, ça va chercher plus loin que la première couche de peau. Et on peut des fois utiliser aussi, par exemple, du miel. Tout simplement. Avec l'adhérence du miel, on va tirer un petit peu les adhérences et ça nous permet à nous de pas glisser sur la peau. Donc, on met du miel sur la cicatrice. Oui. On met la vacuothérapie. Non, vacuothérapie, pas de miel. D'accord. Donc, je mets du miel. Et après? Et avec le miel, ça me permet de pas glisser sur la peau, sur la cicatrice. D'accord. Et pour tirer un petit peu ou pour mobiliser la cicatrice et travailler le tissu dessous et la fibrose. D'accord. Voilà. Le miel peut servir. Voilà. Bon, c'est un message pour tout le monde. Je ne savais pas que le miel pouvait servir. Oui, voilà. Merci les abeilles. Et après, des fois, nos patientes aussi, elles vont aussi aller en balnéothérapie, donc les soins en piscine. Et elles ont bien sûr plein de petites choses et d'exercices à faire à la maison. D'accord, balnéothérapie. Et il y a aussi des cures thermales pour les... Oui, les cures thermales se sont développées. Alors, c'est pas forcément sur notre territoire. Si, c'est sur notre territoire, oui. C'est arrivé, oui. C'était... On a deux sur le secteur. On peut pas les nommer, mais il y a deux établissements qui ont cette indication. Et à quel âge, je ne sais pas si on y pense assez, ou vous y pensez ou pas? Je demande aux patientes leur retour sur le sujet. Après, aujourd'hui, c'est quand même les cures plus spécifiques au bandage qui ressortent. Voilà. D'accord. Oui. Donc, à voir. Mais en effet, les effets de l'hormonothérapie, par exemple, des fois, sont semblables au motif des cures thermales. Et bon, peut-être... Après, on parle d'hormonothérapie, c'est ça? Oui, pardon. Qui dure 5 ans. Oui. En moyenne, c'est des traitements qui sont assez lourds, on le voit avec les patients. Ça provoque des douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, douleurs articulaires sont vraiment les plus fréquentes à nommer comme effet secondaire. Et là, est-ce que vous pouvez faire des choses, vous, des exercices de kiné pour l'hormonothérapie? Oui. Nous, du coup, au besoin, on va vraiment mobiliser, décharger, réapprendre à la patiente à recruter les muscles autrement et voilà, s'adapter à ces douleurs-là, mais surtout à ne pas délaisser ses articulations. D'accord, oui, parce que 5 ans de douleur, oui, on n'en parle pas assez. C'est vrai que l'hormonothérapie est et 10 parfois. Et quelquefois 10, oui. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'effets secondaires, on n'en parle pas, les patients n'en parlent pas. Pas toujours. Mais ça joue sur la qualité de vie, exactement. Oui. Et c'est pour ça, du coup, on va vraiment s'adapter à chacune. Voilà, chaque patiente aura ses douleurs, ses besoins. Et tout au cours de son traitement, nous, on va essayer de coller au plus près à la prise en charge dont elle va avoir besoin. Est-ce que vous avez l'impression, moi c'est encore le médecin qui parle, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous disent plus de choses sur les effets secondaires à vous qu'à nous?
Honnêtement, il y a un petit sourire, ça veut dire oui. Donc, oui. On a vraiment une relation de proximité avec nos patientes qui se crée et on les voit torse nu 2-3 fois par semaine au début en post-op. Après, c'est une prise en charge qui est assez longue, mine de rien, parce qu'on va les suivre pendant plusieurs mois. Et vraiment, il y a une liberté de parole qui se fait et on a beaucoup de sujets à aborder. Et les douleurs, bien sûr, en font partie. Et elles vont assez facilement nous parler de ça. Et justement, c'est un petit peu le deal entre la patiente et le praticien pour échanger au maximum, être transparent et que chacun puisse se remettre en question dans son parcours, parce que nous, c'est hyper intéressant d'avoir le retour patiente pour s'adapter et proposer le mieux qu'on peut à chacune. Est-ce qu'elles vous disent des choses qu'elles ne nous disent pas à nous? Oui. C'est confirmé. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Non, mais c'est intéressant de... Alors, j'ai souvent cette anecdote. Moi, c'est docteur, vous, c'est le prénom. Les patients, on le voit avec les patients. Les patients, vous êtes suivis par qui? Par Eva. Mais c'est qui Eva? Donc voilà, globalement... Ils connaissent pas nos noms, des fois. Non, ils ne les connaissent pas. Je confirme, parce que quand on propose quel est le nom de votre kiné, c'est Nicolas, Eva... Ouais. C'est assez... alors, c'est assez symptomatique, et ça montre la relation que vous avez. Et ce que vous avez dit au début, en disant, on fait le point avec l'histoire de vie du patient, comment est-ce qu'il appréhende la maladie? Parce que c'est assez compliqué d'appréhender le cancer qui c'est marqué derrière moi, première cause de décès chez la femme. Il y a une histoire derrière. C'est vrai que dire à quelqu'un j'ai un cancer, voilà, ça en ressort toute ce que j'appelle les référentiels, et le fait que vous lui posez la question avant, vous le voyez avant, pendant, après. Et c'est très important. Oui. Eva. Mais on a plein d'infos que vous n'aurez jamais, peut-être. Mais il y en a plein où on les encourage à vous en parler. Oui, pour les effets secondaires, moi j'insiste pour l'hormonothérapie parce qu'on ne nous le dit pas. Oui. Et pareil sur d'autres traitements, des fois, l'immuno un petit peu. Mais voilà, à vous faire remonter aussi parce que vous allez les suivre, eux, vraiment tout au cours de la vie en tant que généraliste. Et nous, c'est une tranche de vie et vous, c'est toute la vie. Donc, oui. Et à savoir, il n'est jamais trop tard pour aller travailler sur une cicatrice. Vraiment, que ce soit en post-op immédiat, que ce soit 2 ans après ou 10 ans après, une cicatrice qui a fibrosé et qui occasionne des douleurs, il faut la travailler. Et on n'est pas limité dans le temps pour le faire. Même si à 10 ans, on retrouvera pas ce qu'on aurait pu gagner en post-op immédiat, on peut aller quand même soulager, lever des tensions et un petit peu améliorer ça. Donc l'idée qu'on nous dit faut traiter le plus rapidement possible, pour la cicatrice n'est pas forcément vraie. Faux. Voilà. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est vraiment meilleur résultat dès une prise en charge rapide. D'accord. Ça, c'est clair, c'est prouvé. Et si on agit rapidement, le job de la cicatrisation pure, c'est pas le nôtre, c'est le travail des infirmières qui, elles, vont suivre les plaies complexes, vont faire ce travail-là et elles font un super boulot. Et une fois que nous, on va travailler la cicatrice, c'est lorsque la plaie est fermée. Vraiment, là-dessus, après, on n'agit pas tant que la plaie n'est pas fermée, plutôt. Et on peut aussi la travailler à distance, avec des effets qui seront bons, mais qui seront moins bons que dans l'immédiat. Oui, c'est-à-dire que c'est pas, il y a encore une chance, mais c'est mieux de le faire plus tôt. Voilà. Oui. On a parlé de cicatrices infirmières. Est-ce que vous arrivez à avoir des relations infirmiers, kinés? Est-ce que vous arrivez à communiquer entre vous? Par le patient. On est entre nous, on peut tout dire. C'est maintenant ou jamais. On est par le aucun tabou à CPSU à quoi, on peut tout dire. Oui, nos patients vont faire le lien. En fait, beaucoup. Ce que je disais juste avant, c'est vraiment, nous, on les plaies sont fermées. Voilà. Donc souvent, il n'y a plus de problème de plaies. Vous avez après. Voilà. Mais s'il y a besoin des infirmières, quand il y a un écoulement ou autre qui se remet, oui, nous, on peut les appeler. Et voilà, on arrive facilement quand même à rentrer en contact avec les infirmières. Oui. Et pareil, elles font le lien et des fois, elles nous appellent. Voilà, est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour une personne qui a été opérée d'un cancer du sein et on échange comme ça. Pour la cicatrice, voilà, c'est vrai que jusqu'à 30 ans après, comme c'est très bien marqué, c'est quelque chose qu'on peut ne pas savoir. C'est vrai.
Une autre étape de la prise en charge en kiné, c'est vraiment accompagner la femme à ce qu'elle se réapproprie son corps. Parce que bien sûr, ça va toucher à l'intégrité physique, psychologique et ça peut impacter dans les relations sociales, dans les relations professionnelles. Donc bien sûr, on va l'écouter. C'est vraiment 50% de notre métier à vraiment écouter nos patientes. Et on va essayer après de les accompagner à retrouver le mouvement. Donc ce que je vous disais, c'est que vraiment à tout moment, la marche par exemple, c'est quelque chose qu'elles devraient jamais perdre. Ça leur permet d'aller dehors, de s'oxygéner, de respirer et d'avoir un attrait pour autre chose que juste penser, rester dans le brouillard de la maladie, le cancer du sein et de rester là-dedans. Est-ce que c'est une réaction normale, des fois chez les patients, disant je ne pense qu'à mon cancer? Est-ce que vous avez souvent ça? Parce que quand on dit retrouver, lui donner envie de sortir, mais il y a quand même pas une dépression, une déprime, enfin l'acceptation de la maladie, un deuil, le deuil de son bon état général. Est-ce que des fois vous devez lutter pour les faire sortir? Ça devient rare, c'est chouette. Mais ça arrive. Oui. Ça arrive. Je pense que c'était plus fréquent. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'Octobre Rose informe énormément et largement, notamment par des marches et des courses lors des événements, ça montre que le mouvement est important dans le cas du cancer et que ça nous aide derrière auprès des patientes parce qu'elles ont déjà cet éveil à aller faire d'autres choses et le cancer ne veut pas dire rester enfermé chez soi. D'où l'importance de toutes ces associations qui sont sur le territoire, les scintillantes, voilà, les phénomènes, voilà. La Ligue, qui font beaucoup de. Alors se réapproprier son corps, c'est ça, c'est-à-dire redevenir une personne et pas qu'une maladie, et c'est très important. Oui, et beaucoup après vont se diriger du coup vers le sport. On va recommander en fait de faire une activité physique adaptée. Une activité physique adaptée, c'est pour la personne qui des fois a déjà fait du sport, mais la personne aussi qui n'en a jamais fait. La personne qui n'a jamais fait de sport après un cancer, elle vous fait les gros yeux et elle va dire bah non, je vais pas commencer à mon âge. Voilà le cas de la personne déjà retraitée et qui n'a jamais bougé. Et pourtant, c'est hyper important. Et on sait notamment que de faire du sport après un cancer et même pendant, ça va vraiment aider au traitement, à diminuer l'état de fatigue. On dit aujourd'hui que ça prévient aussi d'une récidive d'un cancer. Ça va améliorer du coup la qualité de vie de la patiente pendant les traitements. Après, ça aide à retrouver un lien social. Ça a vraiment un champ d'action très très large. Alors, je rebondis dessus. C'est vrai que le sport, on le voit ces dernières années, est devenu vraiment un traitement. Oui. C'est-à-dire que avant, fallait faire du sport. Là, c'est nécessaire. Je pense que l'activité physique montre de plus en plus ses effets. C'est bien fait, et aussi bien au niveau moral, et moi je dis aussi au niveau sociétal, c'est-à-dire que ça permet de sortir, de voir d'autres personnes, et ça joue sur je veux pas dire ça joue sur la rémission, mais ça joue sur, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, sur, on se voit lors de l'émission. Pardon. Voilà, il faut qu'on fasse classe quand même. Alors vous avez tout à fait raison sur le sport. On voit que ça, vous l'avez dit, sur éviter les récidives. Et je pense que c'est un discours qu'on doit avoir et qu'on doit tenir aux gens en disant, pour guérir, faites du sport, sortez de chez vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a parlé de la marche, est-ce qu'on peut faire autre chose? Je sais que c'est sur la diapo. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? À la maison, seulement. On commence par la maison déjà. À la maison, on peut faire du renforcement, tout simplement. Déjà. Dans les squats. Oui, les squats, c'est autorisé. Les squats, les fentes, il y en a qui connaissent bien, mais oui, on peut faire ça. Et on peut après aussi faire du yoga. Il y a beaucoup aujourd'hui de yoga, ça s'est beaucoup développé. Et les amplitudes, en fait, la recherche d'amplitude là-dessus est intéressante. Du pilates, mais en fait, ça se limite pas à ça. Ça s'apparente plutôt à des sports doux. Et ça peut convenir à beaucoup. Mais on va aussi aller chercher des sports un peu plus cardio. C'est complètement OK d'aller faire du rugby après un cancer du sein. On a beaucoup de femmes qui s'inscrivent et il y a des clubs partenaires d'aviron. Et c'est super intéressant, notamment pour toute la mobilité du membre supérieur, le thorax, la confiance en soi, d'aller se dépasser sur des efforts de sprint d'aviron. Et il faut où l'aviron? Sur la Dour? Sur la Dour, il n'y a pas, on attend, mais c'est Bayonne. Voilà. Dax, on aimerait bien, mais il n'y a pas encore. Oh, c'est un peu compliqué sur Dax. Mais donc, il peut faire de l'aviron à la maison. Oui, faut-il encore être équipé? Oui.
parce que avoir un rameur chez soi, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais bien sûr, tout est possible. Oui. D'accord. Non, vraiment, c'est activité physique adaptée dans le sens où on va aller se référer à l'état de forme de la personne en fonction du moment. Bien sûr qu'une personne qui est en cours de chimio, qui a eu sa chimio 3 jours avant, si elle sent que y a un flou qui s'installe, qu'une petite chute de tension, on va réduire l'intensité, mais on peut poursuivre en fonction de son état de forme l'effort. Et en fait, c'est là-dessus où on va jouer. Et si c'est une personne qui est à 5 ans post-cancer, qui va super bien, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, et on parlera plus d'activité physique adaptée. Il n'y a pas de sport contre-indiqué. On parle de... Non. Non, globalement. Même la boxe, des choses comme ça. C'est OK. C'est OK. La boxe, on fait attention en cas de reconstruction avec prothèse. Voilà. Si on a une reconstruction post-opératoire avec du coup une prothèse mammaire interne, on sait que les chocs, les coups, il faut faire attention. Voilà. Donc ça, c'est attention. Parfois, le surf aussi pour les prothèses a été quelquefois déconseillé, justement pour éviter que la planche vienne taper et léser la prothèse. Et si de toute façon il y a un risque ou que la personne a été exposée, accident de voiture aussi, ça peut arriver. Alors il y a un contrôle, tout simplement. On adresse vers l'hôpital et ils font une imagerie. Ok. Voilà. Et justement, savoir bien orienter et bien accompagner nos patientes, c'est assez important parce que tout seul, on fait pas grand-chose. Nous, nos petites mains vont servir et on va pouvoir écouter, conseiller. Mais derrière, les infirmières, elles vont nous aider pour la prise en charge des plaies. Quand il y a des chimios qui sont mal tolérés, nous, on peut leur passer un petit coup de téléphone pour leur dire, cette personne a l'air d'être un peu plus fatiguée. Comment est-ce que c'est vécu quand la chimio est transmise? On va appeler les chirurgiens en cas de besoin. La lymphocelle, que je vous disais tout à l'heure, elle est parfois ponctionnée. Ça peut arriver. Donc ça, c'est les chirurgiens qui vont s'en occuper. Les généralistes, vous êtes une clé. Donc pour faire un petit peu appel à vous, souvent, pour avoir l'historique patient, c'est très important. On va appeler les psychologues aussi en cas de besoin, savoir s'ils veulent bien recevoir nos patientes et les écouter, parce que des fois, notre oreille ne suffit pas, ou alors ça sort de notre champ de compétences. Et quand elles vont bien et qu'il leur reste seulement à travailler l'activité physique, on va faire appel aux éducateurs aussi. Voilà. Je pense qu'on a oublié sur la diapo peut-être sage-femme. Oui, on n'a pas... Et nos amis, les pharmaciens. J'ai pas mis tout le monde. On n'a pas oublié tout le monde, mais... Oui. Les pharmaciens, bien sûr, avec les ordonnances, notamment pour le matériel des bandages. Les sages-femmes, elles sont en ligne directe sur le diagnostic à l'origine du parcours. Et des fois, ça peut arriver que ce soit elles les référentes qui nous les envoient. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Après, il ne faut pas oublier qu'on va arriver dans une époque où la chimiothérapie sera de plus en plus par voie orale. Oui, c'est déjà le cas, mais ça va augmenter de plus en plus. Donc c'est vrai que le pharmacien, avec ses bilans médicamenteux, est très important. Est-ce qu'il y a des effets, on a parlé de l'hormonothérapie, est-ce qu'il y a d'autres effets que vous voyez dus au rayon? On en a un peu parlé. La chimio? La chimio, c'est vraiment l'état de fatigue générale qui ressort très fort, et cette sensation que les patientes vont décrire de mon corps est mou, ralenti, le flou mental aussi, beaucoup, ça revient. Et après, c'est ce manque de motivation qui peut s'installer avec la chimio. Oui, c'est ce que. Alors, j'ai posé cette question sur la chimio, c'est la diapo avant, le slide. Oui. C'était sur se réapproprier le corps. C'est vrai que quand la maladie est là, plus le traitement, le travail que vous faites, se réapproprier le corps est une chose très importante et c'est une étape essentielle. En parlant ils ont des chambres implantables. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut faire du sport? Est-ce qu'on... On peut. Et il y a même des fois où il y a une fibrose qui peut se mettre localement autour de la chambre implantable. Nous, en soi, on n'a
pas tant le droit que ça d'y toucher, parce qu'on a un risque de la sortir et alors on serait délétère pour la patiente. Mais on va quand même recommander le mouvement pour que justement tout autour les tissus bougent, qu'il y ait le moins d'adhérence possible. Et on peut bien sûr faire du sport et utiliser le membre avec la chambre implantable. D'accord, c'est pas une contre-indication, voilà. Non, du tout. On fera toujours attention à l'impact, au choc. Bien sûr qu'un ballon de volley qui atterrit là, on peut prendre peur, avoir un peu mal. On contrôle, mais il n'y a pas de risque majeur. D'accord. Oui. On n'a pas parlé de règles hygiéno-diététiques alimentation. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue pas? Alors, je ne vais pas parler pour les cancers. Mais est-ce qu'au niveau Là, on parle de plus en plus d'alimentation, d'aliments ultra transformés, donc c'est pas le sujet de notre propos. Mais est-ce que vous voyez une différence, parce que vous les suivez beaucoup? Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence dans leur alimentation? Est-ce que ça joue ou pas? Il y en a pas mal qui entament les démarches d'aller vers des diététiciens et des nutritionnistes avec le parcours cancer. Et elles vont essayer justement de pallier aux effets secondaires aussi avec l'alimentation. Un exemple. J'en ai pas assez pour ça. Il y en a pas? J'en ai pas, moi. J'ai des patientes dans le contexte de l'hormonothérapie qui ont des douleurs articulaires vraiment mains, pieds, chevilles. 4 membres souvent, c'est assez fréquent, qui derrière ont pris des aliments avec une vertu anti-inflammatoire. Elles vont chercher auprès des diététiciens, des nutritionnistes, un petit listing d'aliments pour agir là-dessus et essayer de parfaire leur alimentation pour que ce soit le moins inflammatoire possible. Et souvent, elles y voient surtout une amélioration du confort digestif. Bon, voilà. Après, le biais sur les douleurs. Pour revenir un peu sur la nutrition anti-inflammatoire, il n'y a pas de. Enfin, c'est un concept qui n'est pas validé scientifiquement. Exactement. Et il y a souvent un biais, c'est-à-dire que l'alimentation anti-inflammatoire est une alimentation, on va dire entre guillemets saine. Donc, il n'y a pas particulièrement de cause à effet. Mais c'est peut-être le mieux manger. Exactement. Que forcément jouer sur l'inflammation. Et ça, on le sait. On évite le sucre au maximum. Les cellules cancéreuses adorent le sucre. Et les frites. Et les frites, non. Les frites, c'est pas sucré. Et le poisson. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est... Là, il va falloir couper parce que là, je ne sais plus quoi dire. Pour revenir, on a parlé des femmes, mais il y a aussi les hommes. Oui. Est-ce que dans votre patientèle, vous avez des hommes qui ont eu un cancer du sein pour lequel que vous avez suivi? J'en ai eu un. Donc le cancer du sein touche aussi les hommes et ça touche à peu près 1% des hommes seulement. Mais les signes sont les mêmes que pour la femme, c'est-à-dire qu'on va quand même chercher s'il n'y a pas une masse qui est apparue dans le sein. Il y a l'autopalpation fonctionne aussi chez l'homme. Oui, on va regarder s'il n'y a pas une déviation du mamelon, s'il n'y a pas un écoulement particulier. Voilà, c'est vraiment les mêmes petits signes à repérer. Et la prise en charge est la même également. On a parlé d'autopalpation. Est-ce que vous avez l'impression que les patients qui ont eu un cancer du sein sont les meilleurs ambassadeurs de l'autopalpation ou pas? Non, je pense pas. Non? Je pense pas. Aujourd'hui, avec le dépistage à partir de 50 ans, il y a quand même beaucoup de tumeurs qui sont repérées, qui sont non palpables. Donc, dans nos patientes, il y en a plein qui n'avaient pas le référentiel de s'autopalper. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit ça qui permette de diagnostiquer. Mais par contre, ça alerte. Et en effet, quand il y a une masse, alors on va contrôler. Et ça permet en effet des fois de diagnostiquer et d'avoir lancé un petit peu tout le cursus, notamment chez la femme qui est un petit peu en dehors de cette tranche 50-74 et un peu avant, un peu après, voilà. D'accord, donc c'est vrai que... Est-ce que... Alors ça, c'est une question qui est un peu large. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cancers qui ont été diagnostiqués entre 2 dépistages? J'ai jamais vu ça. Si. Sur une lésion, une autopalpation ou... Est-ce que c'était sur une autopalpation? Mais j'ai déjà eu une patiente qui, sur l'intervalle de ses 2 ans de mammographie, a dû en refaire une à 1 an d'intervalle parce qu'il y avait un doute. Oui, sur des premières lésions qui ont été vues au... Non, même pas. D'accord. Pas de lésion sur la mammo précédente. Autopalpation ou palpation avec la sage-femme. C'était palpation avec la sage-femme lors du rendez-vous. Une petite masse, un contrôle
et biopsie positif, chirurgie. D'accord, donc le dépistage je fais pas tout, c'était je voulais arriver à ça. La palpation par le professionnel de santé est importante. Complète. Et voilà, c'est pas, on peut pas dire j'ai la dépistage, je suis débarrassé. Faut quand même rester assez vigilant. Alors moi, ce qui m'a sur le RKS que je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, des fois, je parle avec Eva. Je ne connaissais ça. Donc, ça veut dire que je n'écoutais pas Eva. C'est encore pire. Ce qui est assez intéressant, et vous l'avez dit, c'est la notion de parcours, la notion de singularité, et aussi la notion de formation continue. Et je pense que ça sera presque le mot de la fin. Dire que le patient doit se former et aussi le professionnel, c'est-à-dire qu'on est sur des binômes, et c'est très, très, très pertinent. S'il fallait améliorer quelque chose sur le RKS, ça serait quoi ? Pas tout est parfait, je sais. Non, jamais rien n'est parfait. Est-ce que c'est meilleure connaissance, meilleur fléchage, meilleure coopération, meilleure coordination ? Je trouve que déjà, l'intérêt premier, c'est vraiment la patiente, qu'elle est proche de chez elle des personnes. Non, je dirais que ça s'étaye un petit peu plus sur le territoire. Il y a encore des départements qui n'ont pas de kiné formé référencé. Donc, et nous, on en a 3 sur la CPTS. C'est déjà super. 3 minimum, donc c'est vraiment très bien. Ouais. Bon, je remercie Eva pour ce travail qui a été formidable. Il y a du logo rose partout, voilà. On voit qu'on est en octobre rose, donc voilà. Donc, merci beaucoup et d'avoir inauguré cette saison 2, donc pas de tract, allez. C'est passé. Sûr. La prochaine fois, on la fera en direct. Non, toujours pas. Je viendrai pas. Bon, merci à tous et bientôt pour le prochain numéro. Au revoir. Au revoir, merci André.